Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon le lieu d'où vous nous recevez. C'est pour moi un réel plaisir de renouer avec vous sur cette émission culte, oui, émission de débat, émission d'actualité avec les débatteurs. Ça s'appelle le Forum des rédactions. Je ne vais plus vous la présenter. Le Forum des rédactions fait donc sa rentrée après les vacances, quelques semaines de vacances. Nous voilà de nouveau avec vous, en votre compagnie. Une nouvelle saison commence. Merci pour votre fidélité à cette émission. Merci à tous ceux qui ne la ratent jamais. Nous avons reçu beaucoup de messages. Eh bien, aujourd'hui, nous allons débattre de plusieurs sujets. Le premier, évaluation et contrôle au supérieur. Est-il vraiment nécessaire de recourir à des experts à l'extérieur? Mes débatteurs, mes analystes politiques vont se prononcer à ce propos. Nous parlerons également d'un autre sujet, écoles et établissements privés. À quand la fin des frais de scolarité fantaisistes? Nous aurons l'occasion de recueillir également les avis de nos débatteurs sur tout ce qui se passe par rapport aux frais de scolarité dans les établissements, écoles privées. Nous allons finir par un troisième thème, dispositions contre les relations élèves-enseignants. Sont-elles inefficaces puisque malgré les garde-fous, les enseignants continuent d'engrosser, d'enceintrer les élèves? Nous allons donc voir ce qu'il en est. Pour faire le débat, j'ai deux analystes politiques dans ce studio. Avant de vous les présenter, nous allons observer la courte pause. C'est Marcel Yedo qui réalise cette émission. C'est Gérard et Emmanuel qui sont au son. À ma droite, il n'est plus à présenter Sergino Lokosu, le jeune prodige. Bonjour, bonsoir Maurice Lagua, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de me faire l'honneur de m'inviter pour cette nouvelle rentrée de cette émission Forum des rédactions. C'est à nous de vous remercier pour votre disponibilité de tous les instants, malgré votre emploi du temps bien chargé. C'est un choix que nous avons fait d'être toujours disponible quand Eden TV nous invite, quand vous nous invitez, vous qui nous avez donné les premiers pas, vous qui avez guidé nos premiers pas dans ce métier. Donc, on ne peut rien. Quand vous nous invitez, on doit être présent. Quel honneur. Merci, Sergino Lokosu. À ma gauche, lui, c'est Landry Azimazon. Landry, bonsoir, bonjour Landry, et vous êtes juriste, analyste politique. Oui, bonjour Monsieur Agua, bonjour chers collègues. Bonjour Sergino, et merci de m'avoir fait cet honneur d'être invité sur l'émission. Encore la toute première. La première après quelques semaines de vacances. C'est la nouvelle saison qui démarre. C'est tout un honneur. Ah oui. Merci pour l'honneur à moi fait. Merci. Landry, on va aller dans le vif du sujet. Et depuis ce mercredi, donc, le gouvernement en Conseil des ministres a pris la décision de signer des accords cadres avec des universités, mais également de faire venir des experts pour évaluer les enseignants du supérieur au Bénin. Et oui, dans ce cadre-là, il s'impose, ou du moins il est important de s'interroger. S'interroger sur quoi? Et donc nous vous avons déjà notifié, j'allais dire, le thème de cette émission. Le premier à aborder maintenant, ça concerne donc l'évaluation dans l'enseignement supérieur. On s'interroge, évaluation et contrôle au supérieur, est-il vraiment nécessaire de recourir à des experts à l'extérieur? Sergino Lokosu. Merci Maurice Lagua, merci pour m'avoir donné l'opportunité de prendre la parole en premier. Je crois que vous allez me permettre de surfer sur deux aspects pour faire mon analyse. Le premier, c'est la crédibilité, le second, c'est la compétitivité.
en matière de crédibilité, il faut quand même reconnaître que Patrice Talon, le président de la République, en 2016, quand il est venu au pouvoir, il a sorti une phrase qui a fait toller dans tout le Bénin et au-delà du Bénin, que le Bénin a un désert de compétences. Enfin, toute proportion gardée pour moi qui est en train de répéter le chef de l'État. Si il l'a dit, c'est parce qu'il a fait, déjà, tout au début de son mandat, on se dit qu'il a fait un diagnostic sommaire de l'existant des faits et gestes des uns et des autres. Il a compris que quand même, il faille renforcer les capacités des uns et des autres. Et je dis, le premier baromètre pour jauger les compétences dans un État, ce sont les universités. Parce que c'est elles qui forment les cadres qui ont en charge d'impulser le développement, le progrès d'un pays. Et donc, à mon avis, il faut que ces cadres soient bien formés. Et pour bien former ces cadres, il faut des enseignants du supérieur, des enseignants de qualité au niveau des universités. Et quand vous prenez la batterie de réformes que le chef de l'État et son gouvernement ont initié en ce qui concerne les enseignements en général et l'enseignement supérieur en particulier, vous allez voir qu'il est revenu sans cesse la qualité au niveau des universités, les enseignants et les rapports des enseignants avec les étudiants, qu'ils soient hommes ou femmes, c'est ces étudiants-là. Et donc, à un moment donné, je pense qu'on a mis en place beaucoup de structures en charge de renforcer, de ramener les lettres de noblesse du Bénin, qui jadis était le quartier latin de l'Afrique. Quartier latin, ça part de la compétence de ces cadres. Et donc, quand vous jetez un regard passéiste, vous allez voir dans les documents d'histoire que le Bénin était un quartier latin de l'Afrique à cause de la compétence de ces enfants qui brillaient aussi bien au Bénin et à l'international. Et donc, pour ce faire, le gouvernement a compris qu'au-delà de ces réformes, il faut quand même voir ce qui se passe ailleurs. Parce que cette décision, c'est vrai que c'est courageux, c'est révolutionnaire, mais ça n'est pas nouveau. Et si on doit se focaliser sur les experts qui vont venir, ce ne sont pas seulement les experts, instituts personnels, des personnes, mais ce sont également des universités qui viendront voir ce qui se fait au Bénin, voir s'il faut des choses ou des comportements à corriger. Il y a des modèles voyageurs qui vont quitter la France, le Canada, dans d'autres pays pour venir. Et tout ça là, c'est pour renforcer la crédibilité et la compétitivité de nos universités. Je ne vous apprends rien que... Autrement dit, nous ne disposons pas de modèles voyageurs au Bénin. Non, il y a des modèles, il y a des compétents, il y a des professeurs compétents. Je ne donne par exemple, à tout hasard, il est en prison peut-être, je vais là, c'est un cadre compétent, c'est un professeur émérite. Même dans sa cellule de prison, il continue de former des étudiants, il continue de surveiller, de coordonner des thèses de mémoire, de doctorat et autres, on va le dire comme ça. Quand on prend le problème sous l'aspect de ce qu'il n'y a pas de cadres compétents, non, ce n'est pas ça. Il y a des compétents. Il y a des professeurs de haut volet de haut rang au Bénin, des professeurs d'université de haut volet de haut rang. Il y a des nouveaux domaines qui sont créés. Il faut adapter ce que nous faisons à tout ce qui se fait dans le monde. Parce qu'on ne peut pas, j'aime à le dire, pendant que nous avons besoin de beaucoup de choses, nous savons faire qu'un tout petit peu, d'où l'obligation pour nous d'aller en contact, d'aller en relation avec les autres. Et la meilleure façon d'aller en relation avec les autres, je ne défends pas le gouvernement, c'est de voir ce qui se fait. C'est de voir est-ce qu'il y a des modèles qu'on peut amener au Bénin pour impulser le développement. Parce que c'est vrai, le Bénin est en chantier, tous les domaines, tous les secteurs d'activité sont en chantier. Aujourd'hui, c'est facile. L'université n'est pas en chantier. Non, l'université est en chantier. L'enseignement supérieur n'est pas en chantier. Oui, l'enseignement supérieur est en chantier. C'est pourquoi il y a quand même ce cadre d'éthique et de déontologie qui existe et à qui le gouvernement a autorisé de signer des accords de partenariat avec d'autres universités, avec d'autres experts, pour pouvoir renforcer ce qui se fait au Bénin. Maintenant, si on doit tabler la polémique sur les dépenses que l'État doit effectuer, je pense que ce n'est pas à ce niveau. On n'a pas parlé de dépenses. Non, c'est des hypothèses que je mets, ce n'est pas nous. En fait, d'autres personnes, peut-être des téléspectateurs qui vont dire, on a quand même des experts dans tel domaine, en géographie, en histoire, en droit et en sociologie, il y a quand même des jeunes compétents, il y a quand même des docteurs compétents qui interviennent au Bénin et à l'extérieur, même à Paris, en Allemagne, un peu partout, des Béninois qui sont des professeurs d'université. Et donc, moi, je pense que le gouvernement vient de poser un acte révolutionnaire. Révolutionnaire dans ce sens où ça permet de corriger un certain nombre de choses. Nous n'allons pas nous tabler sur des individus. Si on doit tabler sur des individus, il y a pas mal d'exemples que nous pouvons donner. Nous rencontrons aujourd'hui des docteurs qui n'arrivent pas à faire une phrase correcte, sujet, verbe, complément, et c'est récurrent. Et donc, on ne va pas tabler sur des individus, mais on table sur un système. Et le chef de l'État a compris, et son gouvernement, peut-être de concert avec les cadres de l'enseignement supérieur, ils ont compris que
le problème, ce n'est pas des individus, mais c'est tout un système qu'il faut réformer. Et donc, pour réformer tout le système, il faut faire appel à des compétences aussi bien nationales qu'internationales pour pouvoir réformer le système. Les experts dont on parle, peut-être qu'il y a des Béninois qui vont quitter d'autres pays pour venir. Il y a des Béninois dans ces experts-là. N'oublions pas que le Bénin a toujours montré de quoi il est capable à l'international. Quand vous allez dans d'autres pays européens, par exemple la France, le Canada, que ce soit dans tous les domaines, les Africains brillent. Et parmi ces Africains, il y a des Béninois. On ne va pas citer des noms sur le plateau, mais toujours est-il que le Bénin fait école. Et pour que le Bénin continue d'être toujours un laboratoire, on va dire ça comme ça, de compétences, il faut quand même réformer les choses. Il faut adapter ce que nous faisons aux réalités du moment. Il faut que ce soit les hommes où le système soit à l'aide du temps. Et l'aide du temps, ça permet à ce que quand un cadre sort de nos universités, que ce cadre puisse répondre au Canada, que ce cadre n'a pas besoin d'aller au Canada, de faire une formation d'abord avant de rentrer dans le système du Canada. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est très important. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'on veut déployer, moi, je pense que si les autorités ont émis ce vœu-là, d'amener des experts d'autres universités ou même des universités ici, c'est qu'on a constaté quelque chose. Ils ont constaté quelque chose. Je ne suis pas parmi le comité qui a travaillé, je suis très loin du comité, je ne suis pas dans le gouvernement, je ne suis pas au point focal, je ne suis pas à la présidence, mais ce que je sais de ma position d'observateur, de lecteur de l'actualité politique nationale, je sais qu'il y a un manque, il y a un vide que le gouvernement a voulu combler en initiant ce programme-là pour quand même essayer de redorer le blason du quartier latin. Landry, vous avez suivi le développement fait par votre vis-à-vis, Sergino Lukosu, réaction? Oui, c'est un développement que j'apprécie énormément. Merci. Et dans tout ce qu'il a dit, il a quelque chose qui a retenu mon attention. C'est quoi? Le système. Qu'il faut revoir le système. Ça voudrait dire quoi? Ce n'est pas les individus. C'est un système qui est en place. Et ce système ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on veut, Sergino disait tantôt que quand on veut évaluer un pays, c'est à travers ses universités, l'enseignement supérieur. Disons la vérité, aujourd'hui au Bénin, y a-t-il vraiment un système qui est mis en place pour les recherches? Quand vous voyez des docteurs qui, c'est sur propre fond, ils iront faire les recherches, quel résultat vous voulez? Quel résultat vous voulez? Mais ça là, ça n'incombe pas les professeurs, c'est l'État. C'est à l'État de mettre en place ce qu'il faut pour les recherches. Ce n'est pas aux professeurs de mettre en place le système de recherche. Ceux qu'on veut amener, les professeurs de haut rang, qui viendront ici, Canada, la France, le Sénégal, qui viendront ici, ils feront quoi? Que de recommander des choses. Exactement. Ces choses qu'ils vont recommander. Je suis sûr que les régimes passés en ont fait également. Mais ça a été quoi aujourd'hui? Autrement dit, voulez-vous dire que nous voulons évaluer ce qui n'existe pas? Je n'en sais rien. Parce que nous avons des professeurs de haut rang au Bénin. Il y en a plein. Vous avez cité un. C'est une évidence. Il y a aussi le professeur Joseph Djogbenou. Mais quand vous l'écoutez, vous êtes séduit sur le plan intellectuel. Il n'y a pas à démontrer. Il est là. Il y a Dorothée Sosa, qui est aujourd'hui le président de la Cour constitutionnelle. Nous avons des professeurs de haut rang au Bénin. On veut citer Kakaï Glélé, on veut citer Hygiène Kakaï Glélé, le professeur. Mais pensez-vous que ceux-là ne peuvent pas faire le job? Allez, finir. En fait, ce que je dis... Ils peuvent bien faire le job. Donc, c'est le système. Comme vous l'avez dit, c'est le système. Quand vous allez au Canada, écoutez, et que vous dites que vous êtes docteur, vous ne pouvez pas être docteur sans savoir faire de la recherche. La recherche fait partie de votre quotidien. Oui, les articles, ça fait partie de votre quotidien. Oui, mais vous allez en France, ça fait partie de votre quotidien. C'est pareil au Bénin. Combien d'articles vous écrivez? Non, mais vous en écrivez quand même. Combien? Je ne parle pas des articles, je parle des articles scientifiques. Oui, mais c'est ça. Je ne parle pas des articles journalistiques. Non, c'est pas journalistique. Des articles scientifiques. Dans des revues cotées scientifiques. Dites-moi. C'est quand vous dites, comment dire, non, attendez. Si vous n'écrivez pas des articles scientifiques, vous ne pouvez pas être
docteur. C'est des critères de base. Donc, je ne vous permets pas de mettre en doute. Écoutez, c'est quand vous voulez. Vous savez que vous êtes en train de préparer votre thèse, qu'il vous faut forcément ça. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est ça qu'il faut forcément ça. Vous êtes en train de dire après, c'est pas le cas. Il n'écrit plus. C'est ça? Après, c'est ça. Il y a l'avant et l'après. Il faut l'écrire pour avancer. Hein. Mais pour le faire, la recherche, il faut un fonds pour la recherche. Allez au Mali aujourd'hui, le Mali a compris le système. Le Togo tout près. Le Mali a compris. Il a mis en place un fonds pour ça. Rien que pour ça. Mais si le système n'a pas permis ça, et que vous pensez qu'aujourd'hui, oui, il faut amener des professeurs de haut rang, ignorer ceux qui sont sur la place. Ah, excusez-moi du peu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de compétences pour évaluer le paix ici au Bénin? C'est ça la question. Il y en a des compétents. On vient d'en citer quelques-uns. Ce n'est pas les Béninois qui sont des majors dans les universités ailleurs. C'est ça la question. Donc, le système, la question n'est pas faire revenir des gens qui vont faire des recommandations. Mais ces recommandations deviendront quoi? Ces recommandations seront enterrées ou être mises en exécution? Oui, Sergino, c'est à l'État, dans tous les pays, de mettre en place ce qu'il faut pour la recherche, afin que nous ayons des professeurs, des cadres chevronnés, comme on peut le dire. Et Landry a soulevé un problème. Est-ce que les conditions de recherche existent? Qu'est-ce que l'État fait pour favoriser la chose? Qu'est-ce qu'on veut évaluer? Qu'est-ce qu'on viendra évaluer si nous n'avons pas ce qu'il faut? Je comprends mon ami Landry, je comprends ce qu'il est en train de dire. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais quand je prends le recul nécessaire, je me dis, je n'ai pas les informations venant du palais ni du ministère de l'Enseignement supérieur, mais je me dis que si l'État a le courage de prendre cet acte révolutionnaire, j'appelle révolutionnaire, c'est qu'il a compris à un moment donné qu'au niveau des recherches, que ça l'embine et que parfois les travaux de recherche de ces enseignants du supérieur ne sont pas pris en compte par les gouvernants, alors que les gouvernants en ont besoin. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai suivi un doctorat, enfin, la soutenance d'une thèse de doctorat qui parle des routes de 60 à nos jours. Et je me dis, les gouvernants ont besoin de savoir ce qu'a été les routes en 60, en 90, en 2000 et en 2023, ce qu'ont été les routes. Je pense que c'est important. Et si le gouvernement aujourd'hui en arrive à prendre une décision du genre, c'est qu'un diagnostic a été fait. On connaît les problèmes de nos universités. Et ce qu'il faut faire, est-ce que nous disposons des enseignants de haut volet, de haut rang, de qualité, qui ont la compétence, qui ont de l'intégrité, qui sont moralement intègres? Et donc, est-ce qu'à eux seuls, ils peuvent évaluer tout le système universitaire? Je ne pense pas. Peut-être que dans leur domaine respectif, ils peuvent essayer de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, ce qui se fait au Bénin en 2024, est-ce que c'est la même chose qui se fait dans d'autres universités en Afrique? Je ne vais pas sortir de l'Afrique. Je vais rester en Afrique de l'Ouest. À Lomé à côté, à Dakar au Sénégal, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Est-ce que au Mali, à Bamako au Mali, au Niger, à Niamey au Niger, au Burkina Faso et tout. Est-ce que ce sont les mêmes pratiques? Il faut voir tout ça. Et donc, moi, je pense que c'est vrai qu'on a un pincement au cœur quand on prend la décision au premier degré. On se dit, mais on a quand même des professeurs de qualité. On a quand même des enseignants de qualité. Pourquoi on veut laisser tout cela pour aller chercher des experts d'autres pays, d'autres continents, pour venir évaluer nos universités? Je pense que la chose, ce n'est pas le Bénin qui l'a inventé. Ça se fait même les universités qui sont reconnues comme des universités de qualité, peut-être en Europe, font la même chose. Et donc, nous, Bénin, on peut le faire également. Et je pense que les problèmes qui sont au niveau de l'enseignement supérieur, c'est vrai que nous avons des cadres qui font au jour le jour des efforts pour quand même améliorer, pour corriger un certain nombre de choses, pour que le désert de compétences après 2026, il n'existe plus de désert de compétences. Mais je pense que c'est quand même important. C'est ce qui se fait dans le Conseil des Nations. Aujourd'hui, le Bénin est partout. Et donc, si le Bénin est partout, il faut que les curricula de formation soient adaptés. Et que le Béninois qui se fait former dans les universités publiques du Bénin puisse se targuer d'être un cadre aussi Sénégal, sans que le Sénégal n'ait à lui dire « Ah non, il y a des évaluations à faire ici, on doit gérer ta compétence, on doit faire ci, on doit faire ça ». Et donc, je pense que
Le problème n'est pas au niveau de... Nous avons des enseignants de qualité qui peuvent faire les évaluations, mais le problème est au niveau du système, je le dis. Le système, ce ne sont pas seulement des hommes. Au-delà des hommes, il y a quand même les rapports que les enseignants ont peut-être avec les membres de l'administration. Parce que c'est important, quand on parle d'université, on a tout fait de voir enseignants-étudiants. L'université, c'est au-delà des enseignants et des étudiants. L'université, c'est le cadre dans lequel les étudiants étudient. Est-ce qu'on a le cadre? Exactement. Est-ce qu'on a le cadre? Est-ce que les étudiants ont cessé de s'asseoir sur des blocs? Est-ce que le cadre que nous avons permet à l'étudiant d'apprendre le savoir comme les étudiants ont des logements? Attends, écoutez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Quand vous prenez les étudiants qui sont dans les sciences, la biologie, la chimie, est-ce qu'il y a des laboratoires qui sont vraiment adaptés, des laboratoires qui sont de 2024? Oui, dites-moi, est-ce qu'avons-nous besoin de faire venir des enseignants de haut rang pour avoir ces laboratoires? Évidemment, on a besoin. Non, c'est le système, comme vous l'avez dit, c'est le système. Tant que le système demeure, on peut amener des professeurs venus de l'école, à l'école des États-Unis. Non, mais le système a connu de réformes. Le système n'était pas comme il était en 2016. Le système que nous avons en 2024, c'est vrai que je ne suis pas point focal à l'université, je ne suis rien, mais je le dis de ma position d'observateur et de lecteur de l'actualité, je me dis que le système n'est pas le même. Le système que nous avons en 2016 dans nos universités n'est pas le même que ce que nous avons en 2024. Il y a eu des changements, il y a eu des apports, il y a eu des réformes qui ont été menées par le gouvernement et le ministre de l'Éducation. Ils ont construit des laboratoires. Non, combien d'amphis? Vous avez dit à l'université d'Abomey depuis 2016. Vous avez dit. Ce que vous dites est extrêmement grave. Qu'est-ce que je dis qui est grave? Qu'est-ce que je dis qui est grave? Vous êtes allé constater. Tous les jours, je suis à l'université. Vous connaissez la face? Vous êtes allé là-bas? Vous connaissez la face? Le laboratoire que les professeurs qui sont là ont fait, c'est ça qui est encore là. Écoutez, il y a des efforts qui sont faits au-delà des laboratoires. Des efforts de quoi? Au-delà de tout ce que vous pouvez dire. Vous savez, construire un système... Vous n'allez pas à l'université? Vous avez dit quelque chose. Vous avez dit quelque chose. Que des recherches doivent être prises en compte par nos gouvernants. C'est ça. C'est ça, non? Les recherches doivent être prises en compte par nos gouvernants. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Et c'est ça qui fait évoluer un pays. Exactement. La question qui se pose, je ne dirais pas seulement le Bénin, l'Afrique tout entière. Est-ce que les gouvernants sont toujours prêts à prendre en compte des recherches qui touchent leur gestion? Écoutez, toute la question est là. Les gouvernants sont obligés aujourd'hui de prendre en considération les recherches parce qu'on ne peut quand même pas investir des milliards dans l'enseignement supérieur et ne pas prendre en compte les recherches des enseignants, des professeurs des universités. On a injecté les milliards parce que... C'est de la théorie? Non, c'est pas de la théorie ou de la pratique? Écoutez, je ne veux pas... Lorsqu'en Afrique, vous faites une recherche qui touche juste une seule partie. Il y en a 2060 que le gouvernement a initié maintenant. Et on fait des consultations un peu partout pour cet agenda-là. Soyez-en sûrs que les travaux de recherche dans les universités seront pris en compte. Parce qu'on a compris quoi? Que quand les gouvernants viennent, ce sont des acteurs politiques, ils ont envie de faire plaisir. Et donc, pour faire plaisir, on a beau faire de laisser de côté les recherches pour aller montrer aux populations que nous sommes là, les messes d'action de grâce, et on laisse le développement. Mais aujourd'hui, on a constaté quand même que cela a changé. Ou du moins, un tout petit peu. Il n'y a plus ces messes d'action de grâce. On prend en compte le développement. Aujourd'hui, c'est le fait de ne plus faire action de grâce, mais d'action de grâce. Écoutez, les ressources ont été orientées pour ce que je vois, ce que j'observe. Les ressources ont été orientées et vous avez construit... Orientées dans quoi? Orientées dans tous les secteurs, je vais dire ça comme ça. Vous allez voir, il y a quand même des réformes qui sont initiées, que ça soit... Combien de recherches il y a au Bénin? Récemment, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a même eu des suppressions de dissolution de CBRST. Des centres de recherche ou quoi? Est-ce que vous avez cherché à comprendre pourquoi on a dit... Non, la question n'est pas... C'est ça le problème. Parce que vous voulez dire quelque chose. C'est vous qui évaluer les scientifiques. Non, écoutez, ce que nous disons, nous sommes sur un plateau de télé, s'il vous plaît. Oui, je suis tout à fait d'accord. Du gant quand on veut avancer les choses. Non, moi je ne critique pas. Je ne critique pas la dissolution. Non, je ne critique pas la dissolution. Mais je ne fais que constater... Je ne fais que constater quelque chose. Parce que nous sommes en train de débattre de quelque chose. Du fait que l'État, le gouvernement, veut faire venir des experts. Alors qu'on ne met pas en place
ce qu'il faut, Si, déjà. ce qu'il Si, faut déjà. pour que les gens travaillent dans les conditions Écoutez, qu'il je faut pense pour que être évalués. le rôle du journaliste que je suis, Hmm. c'est quand même d'amener les gouvernants à comprendre un certain nombre de choses. Si ce qu'il faut, avant que les experts n'arrivent, n'est pas fait, c'est le moment de le dire. Et c'est ça que nous disons. Et c'est ça que nous disons. C'est ce que moi j'observe. C'est ça que nous disons. Moi j'observe. Ce matin, nous avons appris que le SINARES a fait des propositions au gouvernement. Moi, je me dis, si le Sur- gouvernement dans- en arrive à autoriser la signature des accords de partenariat, c'est que le gouvernement se sent prêt à faire les choses comme cela se doit. C'est-à-dire quoi? Le préalable, c'est-à-dire ce qui n'existe pas. Le gouvernement doit mettre en place parce que ça ne sert à rien. Parce que si les experts viennent et ils constatent qu'il n'y a même pas le nécessaire, Sur quelle base on veut ce n'est pas la peine. Si le gouvernement en arrive juste là, c'est qu'il y a déjà le nécessaire. À la sortie de cette émission, peut-être que nous allons prendre nos caméras, nos plumes et aller voir. C'est maintenant? Non. C'est maintenant que vous voulez non, pour aller voir? Non, c'est pas maintenant. Je dis, comme vous Les dites étudiants que qui sont en géographie, oui, comme les vous dites que étudiants qui sont en géographie, vous connaissez l'effectif? Non, écoutez, le problème n'est pas au niveau de l'effectif. Je vous ai dit, on ne va pas tabler. Le problème n'est pas au niveau de l'effectif. Attendez-moi, écoutez-moi ce que je dis. D'accord. Le problème, ce n'est pas au niveau de l'effectif qui est peut-être en droit, en géographie, en histoire. Non. Ici, on parle de tout un système. On veut globaliser. Et donc, quand on parle du système, c'est ce qu'il faut faire pour que le système soit amélioré, soit adapté à ce qui se fait ailleurs. Parce que nous ne sommes pas... on ne peut pas... Enfin, aucune nation ne peut se construire dans ça. Tel que le système se trouve aujourd'hui, si l'étudiant ou si l'élève ne se prend pas lui-même en charge, il va rester là. Écoutez, quelles que soient les réformes qu'on va opérer, quelle que soit l'adaptation qu'on va apporter au système. On va finir avec le sujet. Je vous permets de faire une synthèse a le droit pour qu'on passe à un autre de se prendre en charge, de se prendre au sérieux, de savoir qu'il est venu à l'université pour étudier et de se prendre en charge. Et l'enseignement n'est pas démocratique, c'est ce que nous oublions. L'étudiant ne vient pas pour dire apprenez-moi ci, apprenez-moi ça. Non, les curricula de formation existent. Oui. Il a à s'adapter à ce qui existe. Parce que le gouvernement, en mettant en place ces curricula, cherche un objectif, c'est que à la fin de tout ça, est-ce que les curricula que nous avons aujourd'hui, ces curricula ne sont pas adaptés aux curricula et à l'État? Justement, ce n'est pas à moi de le dire. Ce sont les experts qui viendront évaluer, qui viendront faire le contrôle, qui nous diront si le système est adapté ou pas. Et donc, moi, je me dis en tant qu'analyste, en tant que journaliste, en tant qu'observateur et lecteur, je me dis que si le gouvernement a pris cette décision révolutionnaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour répondre à la question posée. Selon moi, c'est qu'il y a un fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Et les gouvernants cherchent à corriger. Donc, il est nécessaire. Il est très important aujourd'hui. Très important parce qu'on ne peut pas faire de l'éducation un pilier important de son programme d'action et ne pas faire des actions et ne pas faire des réformes. Et je pense que on ne peut pas ne pas mettre les conditions aussi en place. Les conditions seront mises. L'enseignant de 2024 n'est plus l'enseignant de 2016. C'est ce que vous y aurez. En matière de paiement, en matière de traitement, les choses ont changé. C'est vrai que je n'ai pas les chiffres pour vous avancer, mais je sais que les choses ont changé. Je sais que des conditions ont été améliorées au niveau de nos enseignants du supérieur. Au niveau du supérieur, des actions sont faites de jour comme de nuit pour quand même adapter notre système à ce qui se fait dans le monde entier. Nos enseignants aujourd'hui sont quand même des enseignants de qualité. Nos enseignants sont des enseignants de qualité, d'autant plus qu'on veut renforcer leur qualité et qu'on a besoin des experts pour renforcer leur qualité, pour voir si ce qu'ils donnent aux étudiants est adapté, est conforme. Et donc, je pense que c'est une bonne chose. Et on ne peut pas développer un pays sans mettre des ressources au niveau de l'éducation, sans mettre un point d'appui au niveau de l'éducation. Ça fait venir des experts pour évaluer. Et c'est un pilier important. Même dans nos rédactions, il faut quand même qu'à des moments donnés, même si on n'a même pas des experts, il faut faire des formations de mise à jour. Je le dis, nos enseignants sont comme les applications de nos téléphones portables. Il faut faire leur mise à jour au quotidien, sinon ils seront désuets. Mise à jour, ça ne se fait pas. Les cours de 1960, les enseignants continuent d'amener les mêmes cours dans les amphis aujourd'hui. Les fiches aujourd'hui, maintenant, c'est quand même, il faut changer. Il y a le numérique qui est là. Il y a quand même des tablettes qu'on peut utiliser, des projections qu'on peut faire pour quand même vivement que le système soit les choses qui se font dans notre pays. Vivement que le système non, ne soyez pas on vous a compris. Vivement que le système soit vraiment touché. Est-il vraiment nécessaire?
de faire venir des experts, de recruter des experts à l'extérieur pour venir faire ça. Il ne dira pas le contraire. Il ne dira pas le contraire. Non, mais il sourit déjà. S'il vous plaît, laissez-le aller au bout de ceci. N'influencez pas. N'influencez pas ça. Non, mais écoutez, comme je l'ai dit, le gouvernement ou nos gouvernants, en prenant cette décision, ils savent pourquoi ils l'ont pris. Ils savent pourquoi ils l'ont pris. Mais moi, je continue de le dire toujours. Il faut que le système vraiment soit revu. Parce que ces enseignants, quand ils viendront ici, ils vont faire des recommandations. Et si ces recommandations ne sont pas mises en application, nous dirons toujours la même chose. On va végéter toujours dans la même chose. Donc, écoutez, si ces enseignants, c'est pour la bonne cause, ces enseignants qui viendront ici, c'est pour la bonne cause, alors on ne peut que féliciter. Ce ne sont pas seulement des enseignants, ce sont les universités également qui vont venir, qui vont nous apprendre de nouvelles choses. Les choses dont nous avons besoin pour évaluer. Oui, évaluer, ils ne vont pas nous apprendre. Non, ils feront des recommandations. Ils feront des recommandations. Et c'est le système qui... c'est tout. Le système sera corrigé et nous allons impulser notre développement. Le système aussi... Et on a besoin, le pays a besoin de... Dans le système, il y a toujours des brebis qui mettront toujours... Il y a une chose qu'on a tout fait d'oublier. C'est quoi? Il faut quand même que des enseignants soient bien traités. Parce que je le dis, et je vais le répéter. Ils sont bien traités, non? Nos enseignants sont... Ils sont bien traités, non? Ils ne sont pas maltraités. Non, je dis... Non, leurs conditions aujourd'hui, ils sont endettés. Les enseignants ne peuvent pas dire que les enseignants... Ils ne sont pas améliorés. Le cap soit maintenu. Bien traités. Moi, je voudrais ils ne sont pas maltraités. Je voudrais que le cap soit maintenu parce qu'un estomac bien rempli peut produire des merveilles. Parce que ce sont eux qui donnent le savoir. Il faut qu'ils soient bien traités pour quand même avoir la psychologie qu'il faut pour donner le savoir. On reste dans le sillage de l'enseignement pour parler de l'école et les établissements privés. À quand l'affaire des frères de scolarité que certains qualifient de fantaisistes? Aujourd'hui, on constate aisément que les listes de fournitures sont rallongées, prolongées. Et puis, ce n'est pas tout qui sert vraiment, mais également dans les frais cités, on peut avoir frais généraux ou bien on peut avoir contribution des élèves, des écoliers pour la construction d'un module de classe, 30 000, et ça sort de la poche des parents. C'est l'école qui imprime les tissus et qui vend au prix souhaité. Et puis, tout va bien. Peut-être vous mettez le tissu dans l'eau une fois et puis vous sortez, il n'y a plus rien comme impression sur le tissu. C'est des problèmes que rencontrent les parents, que les parents vivent au quotidien. On nous dira pourquoi c'est vous qui avez choisi d'aller mettre vos enfants dans le privé. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut faire subir de corvée aux parents. Encore à vous, Serge Nologoso. Je pense que c'est quand même un problème de société, un fait de société qui existe dans notre société, dans tous les départements, dans toutes les communes du pays. Je pense que cette pagaille-là, l'État doit quand même essayer de taper du poing sur la table. Parce que c'est vrai que ça varie d'une école à une autre, d'une université à une autre. Surtout si ce sont des écoles privées, là, ça n'est pas facile pour les parents. Parce qu'il y a des privés où la liste est, comme vous l'avez dit, rallongée. Ça coûte extrêmement cher la scolarité et parfois, c'est des frais qu'on est qu'il faut payer tout au long de la rentrée. Je pense qu'il s'agira pour les gouvernants d'opérer encore des réformes au niveau de l'enseignement secondaire, primaire et secondaire, pour quand même essayer d'harmoniser les choses. C'est vrai que vous allez me dire que quand vous prenez des écoles, je ne vais pas citer de nom, le cadre est tellement attrayant. On a investi dans le cadre, les enfants sont bien, mais c'est cher, ça coûte cher. Et donc, est-ce qu'il faut voir que le cadre est attrayant et que la scolarité... Et que les résultats sont meilleurs? Les résultats sont meilleurs, la scolarité est quand même un peu extra pour nous qui n'avons pas les parents, qui n'ont pas de grands moyens. Ce qui est peut-être étonnant, on se dit, c'est le même pays. C'est les mêmes enseignements qu'on donne aux enfants. Parce que quand on va au bac, on dira peut-être qu'il est de telle école, il est de telle université, il est de telle structure. Mais il a eu un bac privé. Mais finalement, non, le bac c'est le bac. Ouais. Il n'y a pas de bac privé. Peut-être que c'est sur la mention le diplôme ou l'attestation que va figurer ton collège. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même que les gouvernants essayent
de corriger cette pagaille. Je dis pagaille en griffe parce que j'ai constaté que l'enseignement de plus en plus est devenu filière, où tout le monde a envie d'investir dans... créer, même créer il y a des cages à pigeons, ils ont créé des écoles dans des cages à pigeons. Il y a eu des efforts qui ont été faits à ce niveau-là, où des écoles ont été supprimées parce que le cadre n'est pas adapté, parce que c'est deux chambres à coucher, un salon, c'est des locations on a fait sortir des locataires pour pouvoir ériger ça en salle de classe. Le gouvernement a fait un effort et qu'aujourd'hui, on constate aujourd'hui, quand vous faites le tour, peut-être à Calavi, à Cotonou, vous allez voir que les cadres sont plus ou moins adaptés. Mais on constate que ça varie. À Kassato, la scolarité dans un enseignement privé n'est pas le même qu'à Calavi-Pota. Dans la zone de Calavi-Pota, quand vous descendez à Godomé, ce n'est pas le même. Quand vous remontez à Cotonou, ce n'est pas le même. Ça varie. Donc, et quand vous, je me dis, quand vous allez plus loin, quand vous, ça varie. Ça varie. L'aéroport là-bas. Ça varie. Quand à Fidrosé, passant par Fidrosé. Donc, je pense qu'en gros, je pense que l'État a un effort à faire. Non, nous, on se plaint de payer 150 000 francs en terminale ou en première, mais la maternelle dans ces zones-là, c'est à 1 million. À 1 million, à 2 millions, le primaire et tout. Donc, je pense que nous sommes sur le même territoire. Il faut quand même que l'État essaye. Qui veut la qualité paye le prix. Oui, je ne refuse pas. Mais nous sommes sur le même territoire. Il faut quand même que l'État essaie. Vous aurez la parole. L'État essaie. Qui veut la qualité paye le prix. L'État essaie de coordonner un peu plus les choses en ce qui concerne les enseignements privés également. Parce qu'on a constaté que le monsieur peut s'endetter, faire un prêt à la banque, érige un bâtiment R+4, R+5, avec le confort qu'il faut, mais la scolarité déjà en 6e est à 150 000. Pour ne pas dire 170 000. 170 000. En 6e, en terminale, si la qualité de l'enseignement... Nous ne refusons pas. Bon, vous préférez arracher la parole. La qualité hier, mais je dis que les gouvernants peuvent quelque chose, essayer de revoir un peu. Parce que déjà, on parle de la gratuité au niveau de l'enseignement public. Oui. Et je pense qu'il faut quand même essayer de... Landry, le constat est là. Landry, permettez-moi de vous poser la question. Le constat est là, mais le gouvernement a opéré des réformes dans plusieurs secteurs. Mais là, nous ne voyons rien venir. Le gouvernement a également opéré des réformes. Chaque promoteur, il va de son goût, de son investissement. Le gouvernement a opéré également des réformes dans ce système-là, dans ce domaine-là. Oui. On a vu des établissements qui ont été fermés. Que ça soit des frais de scolarité harmonisés. Non, pas du tout. Les frais de scolarité ne peuvent pas être harmonisés. Disons la vérité. Ça ne peut pas être harmonisé. C'est le privé. Bon, d'abord, c'est un service sensiblement harmonisé alors. Sensiblement harmonisé. Non, en fait, même si ce n'est pas harmonisé, on peut travailler à éviter la même dans d'autres pays, aller en France, ce n'est pas la même chose. Oui. Aller au Canada, ce n'est pas la même chose. Aller au Sénégal, ce n'est pas la même chose. Je ne refuse pas. On ne peut pas, l'État ne peut pas forcer les établissements privés à harmoniser le cours, la scolarité. Jamais. Parce qu'il y a la qualité. Exactement. Lorsqu'il y a la qualité, vous payez le prix. Si vous ne voulez pas payer le prix, allez là où il n'y a pas la qualité. Il y a la qualité partout. C'est à cause de la qualité qu'il faut allonger. Quand on parle de la qualité, écoutez, quand on parle de la qualité, c'est tout un ensemble. Il y a le suivi. Il y a le suivi, le confort et tout. Landry, c'est à cause de la qualité qu'il faut payer des frais connaissent et chaque semaine, on vous demande encore de l'argent pour la photocopie. Non, en principe, je pense bien qu'en principe, l'État doit avoir une subvention en ce qui concerne les écoles privées. Est-ce que cette subvention existe? Ça n'existe pas. Si cette subvention n'existe pas, attendez, ne les incriminez pas. On ne peut pas les incriminer. Donc les parents peuvent, via l'élève, contribuer à une construction de modules dans un établissement privé. Non, lorsque l'établissement n'a pas, lorsque le confort n'y est pas, lorsque les conditions ne sont pas remplies, je pense que l'État est là pour taper fort. Non, je pense que c'est... Pour taper fort. Et on a vu des établissements qui ont été fermés, des universités qui ont été fermées dans ce cadre. Donc vous encouragez les établissements privés à continuer avec des frais que certains qualifient de fantaisistes. Quels frais? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Frais généraux. Frais généraux. 30 000. Il revient aux parents d'élèves, parce que d'abord, dans les établissements privés, il y a aussi le collectif des parents d'élèves, je pense. Exactement. Il leur revient, l'association, donc il leur revient de leur poser la question, qu'est-ce que vous mettez dans frais généraux? Si l'association ne veut pas ton travail, pourquoi vous voulez les incriminer? C'est ça la question. Donc vous les encouragez. Moi, j'étais invité
un jour, ça, il y a l'association des parents d'élèves de l'établissement de mon enfant où j'étais invité. Et j'étais là, il parlait, il disait même. Quand j'ai levé la main pour prendre la parole, je lui ai posé deux questions. Deux questions seulement. Des questions, je leur ai fait comprendre qu'il y a telle chose qui ne va pas. Disons la vérité. Parce qu'on n'est pas là pour caresser dans le sens des poils. Non, je pense que si le problème est posé, c'est qu'il y a quand même, je continue de le dire, et personne ne peut me refuser ça, il y a une sorte de pagaille qui est notée au niveau de ces écoles. La pagaille, c'est que les frais de scolarité sont vraiment exorbitants. Et non seulement ça, on crée des frais connaissent. Et je me dis qu'à un moment donné, il faut que l'État, même si l'État ne peut pas harmoniser, je ne parle pas d'harmonisation des frais dans les écoles. Non, je ne veux même pas ça sensiblement. Ce que moi je dis, c'est que l'État puisse faire en sorte que ce genre de pagaille que nous constatons, de déviance, je vais dire ça comme ça, que nous constatons, soit quand même que les établissements essaient d'amoindrir. Parce que je dois en disant ça, écoutez, vous dites alors à l'établissement, en tout cas, c'est l'établissement qui fait tout. C'est l'établissement qui paie les enseignants. C'est l'établissement qui fait tout ce qui est, enfin, en matière de fonctionnement, voilà. C'est l'établissement. Et donc, ce sont les élèves ou étudiants qui payent ça. Et donc, ce que moi, je peux dire, c'est que... Je ne sais pas si les établissements, ils payent l'impôt. Je ne sais pas. Ils payent l'impôt. Ils payent désormais l'impôt. Vous voulez quoi? Il faut une politique quand même assez... enfin, qui met au cœur l'humain. Pour qu'il n'y ait pas quand même, qu'on ne prenne pas l'enseignement comme une filière. Commerce. Un commerce. Oui. Mais ce que nous constatons, c'est un commerce. Aujourd'hui, c'est un commerce. Personne ne peut me refuser ça, c'est un commerce. Il y a un nouveau lycée qui vient de naître. Il y a quand même... Où la scolarité, ça... Non, mais énormément. Mais ce qu'il faut énormément. Dire, les choses sont faites de telle sorte que... Mais est-ce que vous voulez qu'on harmonise tout ça, là où on paye 100 000, qu'on ait payé 100 000 là-bas? Ce qu'il faut dire, c'est que chaque parent connaît comment il gagne son argent, connaît ça à force de frappe, on va dire ça comme ça. Vous investissez dans vos enfants. Il sait, la rue peut mettre. Mettez vos enfants à l'école primaire publique du Plat. Vous investissez dans vos enfants. Il y a un pasteur. C'est l'école publique. Il y a un pasteur, le pasteur Tounassou. Je ne sais pas si vous l'écoutez sur les réseaux sociaux, et qui disait que, écoutez, j'ai un conseil à vous donner. C'est quoi? Investissez dans vos enfants. Oui, on doit investir dans les enfants. Nous n'en disconvenons pas. Mais tu dois investir selon ta bourse. Oui, vous êtes promoteur d'école? Moi, je ne suis pas promoteur d'école. Vous soutenez les caprices des écoles? Je ne suis pas promoteur d'école. Je ne soutiens pas. Mais je dis ce qu'il est en train de dire, c'est que quelqu'un qui est à 50 000 francs par mois... Donc, l'Andy n'est pas d'accord qu'il y a des frais bizarres qu'on ne comprend pas. Frais bizarres, écoutez, si tu penses qu'il y a de frais bizarres, là, quitte. 60 000 par mois ne peut pas se permettre d'aller ainsi son enfant là où la société est à 150 000. C'est ça. Là où c'est à 3 millions. À 3 millions, il ne peut pas. Voilà. Mais le mieux, c'est donc, c'est selon sa bourse. Comme vous l'avez dit, à l'école, même plus de ou glycine. On fait seulement 3 mois ou combien de mois avant de faire un devoir. Pourquoi pas? Alors, on va passer au troisième sujet. Bien sûr, c'est Dino Loco sous Landry. Disposition contre les relations élèves-enseignants. Sont-elles efficaces? Quand même, on a vu le gouvernement taper du poing sur la table à maintes reprises des lois que je n'ai pas sous la main ici, mais des lois ont été votées, des dispositions ont été prises, des enseignants seront chassés, emprisonnés et tout. Mais nous avons encore appris pendant ces vacances que des élèves auraient été enceintés encore par des enseignants. Est-ce que ces dispositions ne font pas peur aux enseignants? Qu'est-ce qui se passe? Je vais donner la parole à Landry en premier. Lorsque les tests sont votés, on passe à l'application. Dans le cas d'espèce, c'est le plan pénal. Mais lorsqu'il n'y a pas de dénonciateur, il n'y a pas de plainte. C'est le juriste qui parle. Enseignants. Vous voulez quoi? Le procureur, si le procureur devait faire quelque chose, ou même si la justice devait faire quelque chose, il faut que ce dernier, le procureur, quant à lui, une plainte soit déposée à son niveau, ou une dénonciation soit faite à son niveau.
aussi les juridictions de l'autre côté, il faut qu'il y ait une procédure. Donc, mais s'il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas de dénonciateur, il n'y a pas de plainte, vous voulez quoi? Les tests vont s'appliquer d'eux-mêmes? Non. Les tests ne peuvent pas s'appliquer d'eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas de... L'enfant ou l'élève qui a été enceinté, est-ce que cet élève-là, ou cet élève, excusez-moi, a porté plainte? Ou est-ce que ses parents ont porté plainte? Ou est-ce que le chef d'établissement a mené une action dans ce sens? Non. Donc, on ne peut pas dire que les dispositions ne sont pas appliquées. Non, les dispositions sont là. Il a plein de tests dans ce sens. Aujourd'hui, nous avons l'Institut des femmes. Des femmes, oui. National des femmes. Oui. L'Institut ne peut pas, d'ego, se lever seulement, porter plainte contre X ou Y s'il n'a pas les informations. Si l'Institut n'a pas les informations. On n'est pas, et les parents ne se sont pas rapprochés de l'Institut pour lui faire part de ce qui s'est passé. Vous voulez que l'Institut fasse quoi? Mais avant d'enceinte l'élève, le professeur, l'enseignant doit avoir peur parce qu'il ne sait pas si des structures vont auto-saisir la justice ou bien si des gens vont faire des plaintes. Pensez-vous que l'enseignant... Ça veut dire que s'il pose là, c'est qu'il n'a pas peur des tests. Non, ce n'est pas qu'il n'a pas peur des tests. Est-ce que vous pensez que l'enseignant n'est pas au courant de ces tests-là? Quand il est dit à l'article 551-1 de la loi 2021, toute liaison amoureuse entre un formateur ou un enseignant et son apprenant est interdite. L'enseignant sait. L'enseignant sait. Quand l'enseignant pose l'acte, il va voir les parents pour dire, écoutez, on va arranger. Vous voulez quoi encore? Il donne quelque chose à ses parents. Si en temps ses parents étaient dans le besoin. Vous voulez quoi? Est-ce que les structures compétentes ont été saisies? Non. Toute la question est là. Donc c'est ça qui encourage... c'est tout. Toute la question est là. Phénomène. Sans action, sans sanction. S'il n'y a pas une action, comment vous voulez qu'il y ait une sanction? Donc, je pense que je pense qu'aujourd'hui, les enseignants... Le tableau présenté par l'André. Oui, les enseignants doivent comprendre qu'ils ont reçu mandat pour dispenser le savoir, pas pour dégainer sur les élèves filles. Ils ont reçu le mandat de leur donner les b.a.-ba, les nécessaires pour les aider dans l'édification de leur vie, dans l'éducation. Je pense que ces enseignants n'ont pas reçu mandat pour tirer sur ces filles-là pour baisser leur pantalon. Pour baisser leur pantalon, leur jupe, leur slip et consorts. Je pense aujourd'hui que les enseignants ont un rôle important à jouer dans notre société. Ils doivent comprendre qu'ils soient jeunes, vieux ou âgés. Ils doivent comprendre qu'ils ont un rôle éminemment important dans l'éducation de ces enfants, dans la transmission du savoir de ces enfants. Mais l'autre chose qu'il faut dire, il faut que nous qui sommes parents d'enfants, de filles surtout, que nous ayons également le courage, que nous ayons l'autorité nécessaire sur nos filles, leur poser des questions. Ce n'est pas être un papa méchant, mais il faut quand même donner le b.a.-ba. L'enseignant n'est pas ton mari. Ton mari, c'est l'école, c'est le savoir que tu veux aller acquérir pour devenir quelque chose de demain. Il est très important. Aujourd'hui, il ne faut pas incriminer les enseignants. Il y a quand même de ces filles-là, très faciles, qui ouvrent les cuisses aux enseignants. Très facile. Et je pense que l'État doit encore revenir sur la tenue kaki. Il faut que ça soit vraiment ample, que ça va jusqu'en bas, qu'on n'arrive pas à ouvrir les cuisses aux Vous savez. Mais je pense que les enseignants aussi doivent avoir la maîtrise de soi, quelle que soit la couleur de la cuisse, quelle que soit la grosseur de la cuisse. Si on ouvre ou on n'ouvre pas, tu es là pour le savoir. Parfois, il faut regarder les filles, essayer de faire la cuisse, vous savez, essayer de faire un certain nombre de choses. Parce que les enseignants, quoi qu'on dise, ils ont cette facilité à avoir les filles. Surtout que si l'enseignant est un peu propre, il s'habille bien, je sais de quoi je parle. Pour avoir fait 2 ans de vacation, je sais de quoi je parle. Si l'enseignant est un peu propre, il s'habille bien, il a le langage qu'il faut, il parle bien français, il s'interdit de parler bien français. Évidemment, il s'interdit de parler fort en classe, il parle le français, un français châtié. C'est que il a facilement les filles. Donc je pense qu'aujourd'hui que les lois, c'est pour dissuader. Quand il snob encore un peu. Exactement, les lois, c'est fini. La loi, c'est pour dissuader. Et je pense que la loi doit être respectée, même si l'enseignant, notamment, va voir les parents, les supplier qu'on soit. Il faut quand même que les parents puissent essayer de porter le problème au haut niveau, parce que c'est très important à mon avis. Et je pense que
Ça y va de l'intérêt de tous. Parce que le chef de l'État, si en inscrivant dans son programme d'action du gouvernement l'éducation comme un pilier important, il sait ce qu'il doit faire pour que l'éducation soit vraiment un pilier important dans la République, pour que le savoir soit transmis, pour que les élèves ne stoppent pas. Parce que le fait d'avoir des relations amoureuses avec l'apprenant fille, par exemple, c'est de stopper l'évolution de l'apprenant. Parce que quelqu'un qui passe 9 mois à garder une grossesse et peut-être 2 ans, parce que c'est 2 ans après qu'elle pourra se retrouver, parce que l'enfant est bébé, il faut que l'enfant ait quand même l'âge d'être gardé par sa grand-mère avant qu'elle n'aille à l'école. Je pense qu'on doit interdire ça. Il y a quand même... C'est interdit, c'est pas on doit interdire, c'est interdit. Beaucoup de femmes en dehors de nos centres éducatifs, il y a beaucoup de femmes. En venant ici, moi j'en ai rencontré. Les dispositions ont été prises. Moi j'en ai rencontré plusieurs qui ne sont pas des étudiants, qui ne sont pas des élèves très jolis. Que les enseignants aussi vous savez quoi rencontrer. Si un enseignant doit quitter là où j'ai quitté pour ici, c'est sûr qu'il va rencontrer... Non, mais de l'autre côté, il a une facilité. De l'autre côté, non, mais il revient, même l'enseignant peut même dénoncer l'enfant. Exactement, on doit s'interdire. Peut même dénoncer même l'élève là. Pour harcèlement. Oui, pour harcèlement. Oui. La loi est claire dessus. Oui. La loi n'est pas seulement faite pour dissuader les enseignants, parce que non, les élèves également. Vous n'avez jamais vu un chien renoncer à l'os? Voilà. Il vient de dire quelque chose. Les enseignants ont un mandat pour éduquer. C'est ça, donner le savoir. C'est un mandat, c'est une mission. Oui, c'est une mission. C'est une mission, ils ont reçu. Et lorsque vous recevez une telle mission, c'est ça. Maintenant, si une élève n'ont pas reçu le mandat d'avoir la mentalité qu'ils ont, ne sont pas des primes pour les filles, ne sont pas des primes pour les enseignants. Parce qu'il faut qu'ils sortent ça de leur tête. Les filles ne sont pas des primes pour... En tout cas, moi, je sais. C'est pourquoi je dis. C'est pourquoi je dis. Qu'un enseignant a une relation amoureuse avec une élève, il revient aux parents ou à tous ceux qui sont autour, tous ceux qui ont connaissance de ça, de dénoncer. Même le directeur d'école. Oui, de dénoncer. Il ne nous reste que 1 minute 40, combien de minutes 30 secondes. Nous allons conclure cette émission. Nous sommes restés essentiellement dans le domaine éducatif parce que la rentrée a commencé, on est parti du supérieur, on est venu un peu sur les scolarités et puis maintenant on est descendu sur les enseignants qui dégainent, je prête votre expression si vous me permettez, sur les élèves. Qu'est-ce que vous avez comme mot pour conclure cette émission? Non, d'entrée de jeu, je peux déjà remercier le gouvernement. Avec une telle décision, en tout cas, il a encore osé une fois pour prendre une telle décision dans l'enseignement, concernant l'enseignement supérieur. Et on espère, ou j'espère, que cela ne sera pas une lettre morte dans les jours à venir. Et les écoles privées aujourd'hui, on parle du coût excessif. En ce qui concerne la scolarité, les fournitures, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le garder tant, mais je ne peux qu'inviter le gouvernement en ce qui concerne la subvention et de revoir un peu, parce qu'il a beaucoup fait dans ce domaine. Il a fermé, il a pris vraiment des décisions pour fermer des établissements qui ne répondent pas aux normes. Donc on l'invite également à faire un clin d'œil en ce qui concerne la subvention à ce niveau-là, pour que les parents d'élèves puissent avoir un soulagement en ce qui concerne les frais de scolarité. Et pour finir, j'inviterai les parents, les parents et des élèves qui se voient enceintés, qui se font enceinter du moins par les enseignants. J'invite ces parents d'élèves de ne pas avoir peur pour les dénoncer, porter plainte contre ces enseignants, parce que ces enseignants ont une mission, ont un mandat de mission pour pouvoir enseigner les enfants. Merci. En quelques phrases. Non, acte courageux du gouvernement qui veut évaluer tout ce qui se fait dans nos universités. Je pense que c'est une bonne chose. Ça va permettre de renforcer la crédibilité de nos universités, la compétitivité également. L'autre chose, en ce qui concerne les frais de scolarité exorbitants, je vais plutôt inviter les parents à regarder ce qu'ils ont dans leur cagnotte pour savoir dans quelle école diriger leurs enfants. Et à l'État, je vais lui demander d'essayer de voir un peu de ce système-là pour voir ce qu'il peut faire. Je ne parlerai pas d'harmonisation des frais, mais de quand même corriger cette pagaille qui existe, qu'on constate d'un quartier à un autre, d'une ville à une autre, d'une commune à une autre, d'un département
à un autre. En ce qui concerne les relations amoureuses, le harcèlement sexuel, je pense que nos parents, il y a un proverbe qui dit que la responsabilité, la délinquance juvénile a une responsabilité sénile, c'est-à-dire quoi? Tout ce que nos enfants font de mauvais dépend en partie de nous. Donc je vais demander aux parents, premier cadre d'éducation des enfants, de donner des conseils qu'il faut à leurs enfants-filles, de ne jamais avoir de relation avec les enseignants. Parfois, renforcer les capacités de ces filles-là à travers des séances de TD, de travaux dirigés, pour que la fille n'ait pas à avoir des relations avec l'enseignant pour avoir des notes sexuellement transmissibles. Merci. Et donc, il faut quand même travailler à cela. Et j'inviterai, je vais souhaiter une bonne rentrée à tous les corps enseignants, que ce soit du supérieur, secondaire ou primaire, les enseignants surtout. Et je les exhorte à faire preuve de diligence envers nos élèves filles, de ne pas forcément les prendre comme des primes, parce que le salaire est misérable. Les filles ne sont pas des primes, les filles sont là pour acquérir le savoir, il faut leur donner le savoir. Même si elles font elles ouvrent les puces, de ne pas les regarder dedans. Sergino Lokossou, merci d'être venu sur ce plateau. Merci pour vos analyses, vos commentaires. Vous êtes analyste politique, vous êtes journaliste, Sergino Lokossou. Je confirme. Landry Azimazon, vous êtes juriste, vous êtes analyste politique. Merci d'être venu sur ce plateau. À moi de vous remercier. Vous avez compris que nous sommes donc à la fin de cette émission. Le stylo sera rangé et l'émission est terminée. Madame, Monsieur, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous allez donc liker cette émission sur nos différentes plateformes. Merci également à tous ceux qui vous entourent pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain. Que Dieu nous garde. Portez-vous bien d'ici à là.